oubli de matériel à répétition, exclusion de cours, non-respect vis-à-vis de l'enseignant, exclusion et conseil de discipline sans suite, ou pas de conseil de discipline, refus de travailler, exclusion et retenue, bavardage intempestif, encore une exclusion. À tel point que la question de la légitimité de cette punition se pose quand elle devient la mesure systématique face à un comportement intolérable. Non, la question du jour sera plutôt celle-ci. Y a-t-il des recours efficaces pour responsabiliser l'élève et réparer la transgression? Bienvenue sur Capsule Éducation. La seconde juridique, ou la conséquence logique d'un comportement inadapté. Définition de punition selon le dictionnaire Larousse. Soit l'action de punir, d'infliger un châtiment ou une peine, avec les synonymes suivants. Châtiment, condamnation, correction, pénalité ou sanction. Soit une peine infligée pour un manquement au règlement, en particulier à un élève, avec pénitence ou pensum comme synonyme. Définition de sanction maintenant. Soit une mesure répressive infligée par une autorité pour l'inexécution d'un ordre, l'inobservation d'un règlement ou d'une loi, soit la conséquence juridique du non-respect d'une règle de droit. Une première circulaire datant du 1er août 2011 définit l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté. Première citation. Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de classe ou de l'établissement. Elles sont prises en considération du comportement de l'élève indépendamment des résultats scolaires. Elles constituent de simples mesures d'ordre intérieur qui peuvent être infligées par les enseignants ou d'autres personnels de l'établissement. À ce titre et à la différence des sanctions, elles ne sont pas susceptibles de recours devant le juge administratif. Les punitions ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés, mais les parents doivent en être tenus informés. Deuxième citation. Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Elles sont inscrites au dossier administratif de l'élève. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il s'agit néanmoins de sanctions à part entière. Troisième citation. Il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations des élèves, susceptibles à ce titre d'entraîner l'engagement d'une procédure disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l'établissement scolaire s'ils ne sont pas dissociables de la qualité de l'élève. D'autres principes y sont cités, parmi lesquels la règle du non bis in idem, qui interdit de poser plusieurs punitions ou sanctions pour un même fait commis. Figure aussi le principe du contradictoire, une obligation juridique qui fait partie des droits de la défense, et qui consiste à donner la parole à l'élève sur les faits commis, et à le laisser être représenté lors du conseil de discipline. Le principe de proportionnalité doit quant à lui garantir une sanction à la mesure de la gravité du geste, donc une réponse éducative adaptée. Dernier principe, celui d'individualisation qui doit permettre de prendre en compte la situation personnelle de chacun pour adapter la sanction au contexte et à la gravité de l'acte. Dernière citation. L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducation. Toute punition doit faire l'objet d'une information écrite du conseiller principal d'éducation et du chef d'établissement. S'agissant du premier degré, la circulaire du 9 juillet 2014 renseigne le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques, et la partie sanctions et punitions. Première citation. Les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, donnent lieu à des réprimandes qui sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l'enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un enfant. Elles sont prévues dans le règlement intérieur de l'école. On veillera à ce qu'un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, sont expliquées et connues de tous. Dernière citation. Le règlement intérieur de l'école comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui indique des réprimandes et des punitions de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, ainsi que des mesures positives d'encouragement. Le recours à ces mesures doit toujours avoir une visée éducative, ce qui suppose une adaptation à chaque situation. On en vient à l'article R511-13 du Code de l'éducation, relatif aux sanctions disciplinaires, et entré en vigueur depuis le 1er septembre 2019, et concernant spécifiquement le second degré. Il y est rappelé toutes les sanctions disciplinaires que l'on peut prendre à l'encontre d'un élève. L'avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe avec accueil dans l'établissement et sur une durée qui ne peut pas excéder 8 jours, ou l'exclusion temporaire de l'établissement dans les mêmes conditions que la précédente mesure. À noter que cette sanction-ci s'applique à l'établissement et à ses services annexes, ce qui compte le SELF, le CDI ou l'internat notamment. La dernière mesure est l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Prise en dernier recours et tout à fait exceptionnelle. En bref, les punitions et les sanctions découlent de comportements qui portent atteinte à des règles et à des principes inscrits explicitement dans les textes. Ici, le règlement intérieur qui fait office de code de conduite. Si le règlement ne mentionne ni la transgression ni une conséquence éducative pour la réparer, il ne peut pas y avoir de mesure contre l'élève. Sur papier, évidemment, et plus complexe que ça, c'est indéniable. D'où la nécessité de se montrer vigilant sur les règles et les limites établies. Certaines règles paraissent évidentes et ne sont bien sûr pas inscrites au règlement. Ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de réponse adaptée en cas de non-respect. Dernière chose, la punition se caractérise par une réponse immédiate à une action, valable dans le premier et le second degré, alors que la sanction se base sur la gravité et la répétition des faits, uniquement sur le second degré. Punition et sanction. Quelle application concrète? Quel est le rôle majeur des punitions et des sanctions? Il s'agit tout simplement de recadrer l'élève qui manque au règlement ou à une personne, de le remettre à sa place d'élève tout en respectant sa dignité et ses droits, même si lui n'a pas eu ce même respect. La mesure doit être éducative, pédagogique et suffisamment contraignante pour fonctionner. On ne se parle pas seulement de punir ou d'effacer une transgression. L'élève doit en sortir en ayant conscience de la gravité de ses actes pour ne plus récidiver. Une histoire de punition. Châtiment corporel interdit depuis la circulaire du 6 juin 1991, puis celle du 20 juillet 1992 et du 29 juin 1994. Avec ça, si on n'a pas compris. Le recopiage de lignes, c'est une interdiction qui date de 1890, renforcée par la circulaire du 11 juillet 2000. De même, mettre un 0 comme note pour réprimander un manquement au règlement ou donner des punitions collectives est tout simplement prohibé et rappelé dans le bulletin officiel spécial du 13 juillet 2000. Quelle punition possible et applicable alors? Par ordre de gradation, c'est mots sur le carnet de correspondance s'il y en a un, excuse publique orale ou écrite, devoir supplémentaire, retenue ou exclusion de cours. Retenue et exclusion s'accompagnent d'un travail à faire sous l'encadrement d'un personnel. Viennent ensuite les deux mesures de prévention, un peu à mi-chemin entre punition et sanction au final, et consistant principalement à confisquer les objets considérés comme dangereux, voire interdits dans l'établissement. La deuxième mesure, qui est la mesure temporaire, interdit l'accès à l'établissement de façon provisoire, logique, et sans être inscrite sur le dossier scolaire de l'élève. Avec ces éléments, on peut bien se dire qu'il y a au final assez peu d'options quand l'élève est insolent ou manque au règlement, en particulier s'il est en classe ou qu'il est intenable. Ce sont d'ailleurs des punitions auxquelles l'élève habitué et récalcitrant s'attend, mais sont-elles efficaces pour stopper la récidive? Et quand est-ce que la sanction intervient? Si les punitions répétées se soldent par l'échec de ramener l'élève à son rôle et à ses responsabilités dans sa scolarité, ce sont les sanctions qui prennent le relais par le biais du chef d'établissement et du conseil de discipline. Le CPE n'est pas tributaire de toutes les punitions et sanctions posées à chaque élève, et la responsabilité ne repose pas sur lui, pas uniquement sur lui. De même, contrairement à ce qu'on peut penser, l'exclusion de cours ne constitue pas une sanction.
Elle est à différencier dans la mesure d'exclusion-inclusion ou de l'exclusion temporaire de l'établissement. L'exclusion-inclusion garde l'élève dans l'établissement, sous la prise en charge d'un personnel qui n'est pas toujours membre de la vie scolaire, et l'élève y reste selon les horaires de son emploi du temps habituel. Seulement, il n'est pas admis en classe, là où l'exclusion ponctuelle n'admet pas l'élève en cours sur une seule heure. Pas loin de la sanction, on est susceptible de trouver les termes suivants: commission éducative, conseil de vigilance et surtout conseil de discipline, l'organe qui décide des sanctions disciplinaires envers l'élève. Promis, on se garde cette instance pour un autre jour. Néanmoins, on peut déjà partir là-dessus. Toutes les sanctions ne sont pas décidées en conseil de discipline. Seuls les faits graves passent par cette instance. Dernier ajout. Depuis mai 2014, la mesure conservatoire peut aussi être décidée par le chef d'établissement sans aucune autre instance. Mais c'est dans l'attente du conseil de discipline, et c'est exceptionnel toujours. Les réalités des terrains, d'incertitude pédagogique et de responsabilisation. Une question d'autorité d'abord. Autorité dans l'établissement, c'est une présence étendue à tous les professionnels. Direction, vie scolaire, enseignants, personnel d'entretien ou de restauration, bref, tous les professionnels. Chacun est un responsable adulte et chacun fait en sorte d'œuvrer pour apaiser le climat scolaire. Ici, on se parle d'autorité dans la classe. Un sujet qui peut paraître délicat dans la mesure où il remet en question les pratiques et la gestion de l'enseignant dans un espace qui est le sien. L'autorité est l'affaire de tout le monde, mais elle commence dans la classe. Et c'est bien l'enseignant qui a la responsabilité de ses élèves sur temps de classe, qui enseigne et qui prend les mesures qui lui paraissent nécessaires dans le respect des textes de loi. Quand l'élève manque au règlement, l'enseignant peut soit choisir de le garder en classe en le punissant d'une façon ou d'une autre, soit il le fait se déplacer à la vie scolaire. Violence verbale ou insolence, refus de travailler ou bavardage intempestif, défaut de matériel, utilisation du portable. Que faire de cet élève qui perturbe alors qu'une trentaine d'autres élèves est impactée par ce dérangement? Que faire si d'autres élèves imitent le perturbateur? Exclusion. Une réponse qui se banalise parce que les options sont réduites. Sauf que l'exclusion de cours suit un protocole strict qu'on a pu voir dans la partie juridique. On n'en est plus à l'exclusion ponctuelle qui ne doit intervenir qu'en cas de manquement grave. Ça, c'était dans une circulaire de 2000 qui a disparu depuis. Et l'article correspondant dans le Code de l'éducation n'est plus présent non plus. Aujourd'hui, seul le caractère exceptionnel d'une exclusion de cours subsiste, avec trace écrite et travail à donner à l'élève pour qu'il puisse être pris en charge. Cette étape-là n'est pas beaucoup respectée pour une raison évidente. Dans une classe de plus de 30 élèves, voire même dans une classe de moins de 30 élèves aussi, il faut pouvoir s'occuper du perturbateur, écrire le motif de l'exclusion, lui donner son travail. Et forcément, ça implique d'avoir ses papiers sur soi, d'y penser. Voilà pourquoi le protocole n'est pas respecté. Et voilà comment l'élève se retrouve exclu pour des motifs parfois aussi légers que celui d'un défaut de matériel. Certes, un motif qui ne brise pas le travail d'une classe entière. Cependant, c'est la patience de l'enseignant qui est mise à mal, et sa tolérance face à un comportement qui n'a rien de scolaire. Après tout, l'élève est censé avoir toutes ses affaires, et c'est même inscrit dans le règlement, ou pas forcément, mais c'est une de ses missions, un de ses devoirs que l'on attend. Alors un manquement aussi simple au règlement trouve une conséquence. Ici, l'exclusion de cours. Quel lien avec l'autorité de l'enseignant? Le fait qu'il faille sortir un élève de la classe pour qu'il comprenne ce qui manque à sa posture. De devoir déléguer la responsabilité à la vie scolaire, avec en plus une difficulté à communiquer le motif exact de ce renvoi, puisque c'est un accompagnateur élève qui achemine l'exclu jusqu'au bureau. Et une fois l'élève arrivé en vie scolaire, que faire de lui? L'exclusion est censée être une mesure éducative. Qu'y a-t-il d'éducatif à parquer des élèves dans une salle en attendant l'heure suivante? Car il faut aussi une prise en charge. Il faut donner du travail à l'élève. Qui s'en occupe? L'enseignant déjà surmené par la situation ou la vie scolaire surmenée par d'autres situations? Question d'autorité quand l'enseignant prend la décision d'exclure quand il aurait pu faire s'asseoir l'élève au premier rang, lui donner un travail à faire tout seul dans son coin, ou juste le garder au premier rang sans s'occuper davantage de lui. L'élève en vient à s'ennuyer et n'obtient pas ce qu'il désire, la porte. Par contre, il reste en classe, peut même finir par écouter le cours à force de s'ennuyer.
C'est évidemment plus facile à dire quand on n'est pas face à une classe. La réalité, ou l'une des réalités, c'est que l'élève perturbateur ne se tiendra pas toujours tranquille en restant en classe, et qu'il y a toujours les 30 autres élèves à mobiliser. L'enseignant est bien maître de sa classe. Pourtant, ses options pour transmettre dans le calme ne sont pas très élargies. Pas qu'une question d'autorité, donc. Une question d'inutilité pédagogique, alors. Pour l'élève qui se tient mal une fois, la punition n'est pas hors sol. S'il a bien compris le motif de la conséquence à son manque, il ne récidive pas et repart entre guillemets sur de bonnes bases. L'incertitude sur l'inutilité pédagogique se manifeste quand ce sont toujours les mêmes élèves qui sont punis, quand ce sont toujours les mêmes qui sont exclus ou en retenue, pour des motifs quasi similaires. Défaut de matériel, portable en cours, insolence. Et pourquoi ces élèves persistent dans leur comportement? N'ont-ils pas compris la visée de la punition? N'en sont-ils pas sortis en ayant conscience de leur transgression? En bref, celui qui se prend retenue sur retenue parce qu'il enchaîne le non-respect aux règles finit par avoir de la rancœur envers l'enseignant, la vie scolaire, le reste du monde. Un sentiment d'injustice si la punition n'est pas comprise, et un blocage pour la suite, de quoi rater une prise en charge adaptée ou la retarder involontairement. C'est bien là le risque. Avec le peu d'options offertes, les mêmes punitions arrivent sans démontrer leur efficacité sur le récidiviste. Elles l'encouragent même à poursuivre, à se rebeller davantage. Des exemples concrets. En quoi une retenue est-elle pédagogique? S'il s'agit de faire un recopiage de règlement intérieur, quelle est la portée éducative? Qu'est-ce que l'élève va en retenir, si ce n'est qu'il en a marre et qu'il déteste le prof ou le CPE? Quel intérêt à faire recopier un texte long en ancien français et en alternant les couleurs suivant le type de mot? Les élèves les moins perturbateurs comprendront la leçon, qui pour le coup est bien une punition purement punitive. Les autres, encore une fois, on sait qu'ils seront toujours plus récalcitrants et en colère. Autre cas. Si l'élève exclut ce point en vie scolaire sans avoir de travail à faire, comment peut-on penser qu'il ne voudra pas recommencer? C'est tout bénef pour lui. On le sort de cours et en plus, il peut glander comme il veut. Bref, pourquoi une retenue ou une exclusion ne peut pas responsabiliser l'élève si rien n'y est attaché? Celui qui ne veut pas être en cours gagne. L'autre ne se présentera pas à son énième retenue parce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'effet. Là-dessus, la majorité des enseignants donnent bien des études de texte à faire en lien avec le cours, ou des recopiages de règlements intérieurs, des travaux suffisamment contraignants. Pour ceux qui ne jouent pas le jeu, certaines équipes de vie scolaire en viennent à concocter des classeurs entiers de travail à donner dans toutes les disciplines. Et le plus souhaitable, évidemment, c'est un vrai travail de collaboration entre vie scolaire et professeurs. Ça dépend tout bêtement de chaque établissement, de chaque ambiance et de chaque politique éducative. Une question de responsabilisation aussi. Il n'est pas question de se montrer laxiste ou autre, pas question de proposer systématiquement la discipline positive, laquelle ne répond d'ailleurs pas toujours aux situations vécues. Le fait est que si une punition ou une sanction doit être éducative et pédagogique, c'est bien parce que le seul aspect contrainte et autorité ne fonctionne pas sur l'élève, encore moins quand c'est répété. Tout comme la violence physique n'a jamais montré ses bienfaits pour réparer une injustice, le recours quotidien à la sanction ou à la punition n'est plus justifiable aujourd'hui. Ce n'est pas juste une histoire de mener la vie dure à l'élève qui ne s'est pas privé de le faire avec un personnel. C'est une histoire de le responsabiliser, de lui donner l'opportunité de comprendre qu'il a mal agi et de réparer son action. L'épisode 19 de la saison 1 sur l'apprentissage de la citoyenneté dans le premier degré via le règlement intérieur disait quelque chose dans ce genre. De mémoire, c'était à peu près ça. La punition n'est pas la conséquence d'un problème vis-à-vis de la personne, mais la conséquence d'un manquement à une règle. La différence est primordiale pour l'élève. Ce n'est pas lui en tant que personne qui est mis en cause, c'est sa posture face à un règlement qu'il connaît. C'est aussi ça qu'une punition doit lui apprendre, en lui rappelant ses responsabilités dans sa scolarité, dans ses actes, lui montrer à quel point il s'infantilise lui-même en agissant ainsi. Allez, un petit exemple concret là-dessus. Exiger des excuses orales ou écrites devant toute la classe ou la personne qui a subi la transgression. Ce n'est ni pédagogique ni éducatif, et encore moins une responsabilisation de l'élève. Et le pourquoi du comment est d'une simplicité étonnante. Il n'aurait pas fait ses excuses si on ne l'avait pas forcé à le faire. Et dans quelle situation forcer quelqu'un porte ses fruits? Le responsabiliser tout en réparant la transgression, ça serait donc de lui demander de faire un travail en lien avec son acte,
où il doit donner sa vision et réfléchir au problème, aux conséquences que ça entraîne sur lui et sur les autres. Ensuite, seulement ensuite, lui demander ce qu'il pourrait faire pour réparer son geste. L'excuse ressort plus facilement après un tel travail. Et là, ce ne sont pas des excuses balancées avec hargne parce qu'on l'a forcé à le faire. Ce sont de simples excuses faites de plein gré, sans y associer la notion d'humiliation pour l'élève qui a compris que le problème venait de sa posture. Ben, d'accord, ça serait génial si ça se passait systématiquement ainsi. Seulement, on a bien conscience que c'est plus complexe, que ça ne fonctionne pas pour tous les élèves. C'est bien là le problème, sur l'efficacité d'une punition qui peut s'appliquer à tous les élèves. Une dernière question, celle de la stratégie collective adoptée par la communauté éducative. L'élève et l'enseignant ne sont pas les seules personnes concernées. Il s'agit bien d'une stratégie collective, comme la circulaire le rappelle pour le cas des exclusions ponctuelles de cours. Autant le travail supplémentaire et le mot dans le carnet ne nécessitent pas forcément une stratégie de groupe, mais plutôt une bonne communication pour un suivi efficace. Autant les exclusions et les retenues posent assez vite problème. Pour l'enseignant d'abord, qui ne peut pas assurer ses heures dans une telle ambiance, et qui se voit contraint d'admettre son échec face à tel élève. L'échec de ne pas pouvoir le garder en classe, de devoir transférer son autorité à une autre personne. Et quand on parle d'échec, ce n'est pas du mépris. C'est une réalité difficile à vivre, et c'est exactement la même chose si toutes les punitions et sanctions sont épuisées. L'échec collectif de ne pas avoir pu récupérer un élève qui, à ce niveau, est tout autant responsable de son propre échec et de sa situation. De la même façon que les élèves contestent leurs notes ou leur famille, on a maintenant une contestation plus régulière des punitions. Elles se manifestent soit par des mots violents, soit par un refus de faire le travail demandé sur la punition, et même par une absence intentionnelle à l'heure de punition. Et que faire après ça? Que faire en sachant que ces élèves qui disparaissent mystérieusement avant les punitions reviennent comme des fleurs le jour suivant, sans être inquiétés par leur absence, sans devoir rattraper la punition? C'est un fait aussi que selon les établissements et leurs politiques dans le domaine, les directions et la communauté éducative ne s'entendent pas sur les suites à donner à un comportement qui outrepasse le règlement. Ceux qui en pâtissent sont les élèves calmes quand ils doivent vivre avec un camarade qui dépasse les bornes, l'enseignant qui doit supporter sans avoir d'autre recours que l'exclusion, et la vie scolaire qui récupère les mêmes perturbateurs sans avoir plus de recours pour adapter la prise en charge. Exemple 1. Les élèves refourgués en CDI quand la vie scolaire ne les accepte pas, et c'est le professeur documentaliste qui assume leur présence et les encadre. Est-ce bien à lui de le faire? Exemple 2. Parce qu'ils ne souhaitent pas prendre en charge plus d'élèves, CPE et AED ne configurent les heures de retenue sur le logiciel que si c'est l'enseignant lui-même qui surveille son élève puni, et si c'est lui qui gère les responsables légaux. La mesure punitive qui devait toucher l'élève finit finalement par toucher l'enseignant, à tel point que les heures de retenue diminuent, mais pas les élèves perturbateurs. Dernier exemple. Un enseignant qui exclut un élève sur une heure de cours pour telle raison. C'est assez peu, se dira-t-on. Sauf qu'il n'y a pas qu'une seule classe qui a cours, pas un seul enseignant, et pas toujours un seul élève exclu sur une seule heure. D'où le risque de se retrouver avec une vie scolaire débordée par des exclus qu'il faut caser quelque part, avec du travail et un encadrant. Collège ou lycée, ce n'est pas aussi simple à réaliser comme fonctionnement. Entre les salles d'études du collège pleines selon les heures de la journée et le peu d'effectifs en vie scolaire selon l'établissement. Dans le premier degré, c'est à peu près pareil, parce que les élèves punis sont mis dans une autre classe, mais c'est aussi une autre classe surchargée. On en arrive à des situations ubuesques et véritablement douloureuses pour tout le monde. L'élève qui gagne en étant exclu, parce qu'il ne voulait pas être en cours, et il ne viendra même pas à ses heures de retenue s'il sait qu'il n'y a pas de conséquences derrière. Le CPE qui doit gérer les élèves perturbateurs, les voir eux et leurs familles, parler avec l'enseignant pour régler le problème, puis parler avec la direction quand le problème ne peut pas être résolu. Les AED qui surveillent des éléments ingérables et doivent en plus leur fournir du travail quand celui-ci n'est pas donné par l'enseignant. L'enseignant lui-même, qui a pourtant exclu un élève pour insolence ou dérangement de cours, et qui se voit retourner le perturbateur par la vie scolaire parce qu'il n'y a pas assez de place, ou parce qu'une exclusion fait perdre le suivi de cours à l'élève. Il n'y a pas pire pour humilier ou décrédibiliser auprès de la classe. Et ça, la vie scolaire n'en a pas conscience. Oh là là, calmons-nous. Ces situations que j'évoque arrivent, cependant elles ne sont pas majoritaires et dépendent vraiment de l'ambiance de l'établissement, de la coopération entre tous.
On parle d'éducation nationale, et pourtant les pratiques ne peuvent pas être généralisées à tous les établissements. Voilà pourquoi définir une stratégie collective de prise en charge est fondamental, pour que les charges se répartissent entre tous et que les mesures soient au plus efficaces. La stratégie, c'est d'abord s'entendre sur le motif ou non d'une punition, telle que la retenue ou l'exclusion, puisque ces deux-là sont les plus représentés. Ça existe déjà un peu via les directives nationales, mais c'est assez vague au final, et les options restent limitées. Quelle punition adapter pour un oubli de matériel quotidien, par exemple? Comment éviter la retenue systématique? En sachant que chacun a ses propres contraintes et ses propres exigences. Le travail de l'enseignant n'est pas tout à fait le même que celui de la vie scolaire, ou celui de la direction, celui des agents. Les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes non plus, ce qui ne facilite pas nos histoires. Chacun veut pouvoir avancer sereinement dans son travail sans avoir à supporter l'énergumène perturbateur qui enchaîne punition sur punition. Et en même temps, tout n'est pas réalisable, tout n'est pas efficace. C'est ensuite avoir l'appui de la direction. Peu importe la circonstance, peu importe le public de l'établissement ou l'ambiance en salle des professeurs, l'ambiance entre services. Si le chef d'établissement et son équipe de direction ne sont pas sur la même longueur d'onde que les autres personnels de terrain, la stratégie est vouée à l'échec. Il est si facile de voir une situation virer au drame par manque d'appui d'un côté ou de l'autre, si simple de reporter l'erreur sur les autres. Alors la stratégie collective ne peut tenir qu'à la condition d'avoir une direction claire sur sa politique, ferme sans être autoritaire. Les élèves doivent savoir que c'est tout un bloc qui leur fait face solidairement, que l'un dira la même chose que l'autre. Ils doivent savoir que leur comportement trouvera toujours une réponse adaptée, ne plus se croire intouchable. Et qu'on soit bien d'accord, la réponse adaptée n'est pas qu'une mesure punitive, désagréable ou chiante au possible. C'est une réponse qui ne saurait être contestée, ferme et juste, éducative, et suffisamment contraignante pour éviter une récidive. Cette vision de la punition d'avant 2000 est encore très présente dans nos modes de pensée, et les exemples ne manquent pas, sur les réseaux sociaux comme dans l'établissement. Une équipe de direction qui assume sa politique éducative et ses réponses face aux comportements perturbateurs, c'est une équipe qui soutient l'établissement, qui soutient chaque corps de métier impliqué dans la communauté éducative. C'est aussi là qu'on peut y voir le rôle de médiation, celui qui consiste à écouter chacun et à offrir des solutions qui correspondent au mieux aux besoins et aux problèmes soulevés. Ni laxisme, ni autoritarisme. Il s'agit juste de mettre en place une vraie stratégie collective que ni les élèves ni les familles ne puissent affaiblir par les contestations diverses. Tant que ça reste légal et pertinent, tant que c'est approuvé par tous et que chacun y joue le jeu. L'équipe ne fait pas tout. Ceci dit, elle a un rôle essentiel à jouer dans la suite. Et le dernier maillon tout aussi indispensable que le reste, les responsables légaux eux-mêmes. Pas démissionnaires sur la scolarité de leur enfant, pas démissionnaires sur la vie de leur enfant. Ce sont des familles qui doivent jouer leur rôle dans l'établissement, parce qu'elles sont officiellement impliquées dans la communauté éducative. Et quand une famille proteste vivement contre une punition expliquée, quand elle refuse d'admettre que son enfant s'avère être un élève particulièrement pénible dans la classe, l'élève se croit intouchable, grimpe en agressivité et en perturbation dans les prochains cours. Quand la famille ne remarque même pas que l'élève est en retenue toutes les semaines, qu'elle n'y prête pas attention et qu'elle ne répond pas aux appels des personnels, qu'elle ne revient jamais vers eux pour avoir des explications, le travail est voué à l'échec aussi. Coéducation, d'accord, mais surtout, c'est dans le cadre familial que les bases du vivre ensemble et du respect sont acquises. L'école ne fait que les consolider et recadrer quand il y a besoin. Or, ces bases sont de plus en plus instables pour bon nombre d'élèves, et le pourcentage de parents démissionnaires suit la même courbe. Le rôle de la famille, ou l'un des rôles de la famille, c'est donc de prendre part aux réflexions sur les punitions et les sanctions, de s'y impliquer et d'accepter d'entamer un travail collaboratif avec l'école. Ce n'est jamais dans le but d'embêter l'enfant, c'est dans le but de ne pas le laisser se fermer des portes de son propre avenir à cause de ses propres erreurs. Des pratiques professionnelles pour des mesures qui apaisent le climat scolaire. Premier élément, la mesure doit être faisable et réalisable pour l'élève, sans être complètement punitive. L'idée reste de faire réfléchir aux actes et aux gestes, aux conséquences. Tout ça pour ne plus reproduire d'un côté et pour réparer la transgression de l'autre. Le risque étant que ça finisse par devenir plaisant, donc que les élèves y prennent goût. Un peu comme c'est le cas actuellement avec les exclusions ponctuelles sans travail donné. Deuxième élément,
Ne pas confondre bienveillance avec laxisme. Et même si on a du mal à s'accorder sur la définition de bienveillance, tant le mot est utilisé dans n'importe quelle circonstance, on se met au moins d'accord là-dessus. Il doit y avoir une réponse à chaque manquement, et s'en dispenser ne rend pas du tout service à l'élève, en plus de pénaliser tout le monde. Dernier élément, la réponse doit convenir à tous, tout autant qu'elle doit faire des concessions sur les contraintes et les demandes de chacun. Alors, quelles alternatives efficaces et acceptables? Parlons-nous de communication non violente qui a du mal à se faire accepter dans le milieu. Parlons-nous de pédagogie coopérative, de justice restaurative, d'éducation émotionnelle et sociale pour que l'élève prenne la mesure de ses actes et apprenne la gestion de ses émotions. Ça reste assez nébuleux tout ça, et pas toujours adapté, en plus d'être parfois moqué. Essayons la fiche de suivi ou de dialogue. Plus ou moins courante selon les établissements et les usages, et pas tout à fait une punition en elle-même. Ça prend du temps à se faire, à se décider, à s'enclencher pour toutes les personnes impliquées. L'élève qui doit la présenter à chaque cours et la rendre à chaque fin de journée. L'enseignant qui doit la remplir tous les jours. Le CPE qui doit la vérifier tous les jours. La famille qui doit la signer toutes les semaines. Le CDE qui doit la consulter régulièrement. Que de travail pour un simple bout de papier. Et si cette solution est proposée à plusieurs élèves dans la même classe, je ne t'en cause même pas. Cette fiche de dialogue propose des paliers de progression pour motiver l'élève, tout autant que pour l'avertir du mauvais chemin qu'il prend pendant la journée, le responsabiliser pour qu'il sache se canaliser. Un tel dispositif peut le valoriser, parce que tout repose sur lui. C'est lui qui détermine quelle serait la remarque de son enseignant en fin d'heure, selon s'il se comporte correctement ou non. Toute la communauté est bel et bien impliquée dans le suivi. Mais voilà, c'est chronophage, et on ne peut pas mettre ça en place pour tous les élèves perturbateurs. En plus, ce dispositif est un outil de prise en charge une fois que l'élève a été reçu et que d'autres punitions ont été mises en route sans succès. C'est parce que le reste n'a pas fonctionné que cette solution est mise en place. Et ce n'est pas une punition en soi, c'est simplement une aide pour tenter de réguler d'une autre façon. Elle dissuadera l'élève de perturber à nouveau en l'engageant dans sa progression, dans les objectifs définis entre lui et les autres personnes signataires. Mais que reste-t-il de l'aspect punition? Non, certains collègues auraient du mal à accepter cette seule option qui ne garantit pas le succès à tous les coups. Les travaux d'intérêt général? Outre le fait que ça finisse par plaire aux élèves, donc que ça les incite involontairement à se faire punir pour ces fameux TIG, on a là une forme d'incertitude sur le cadre légal de la punition, ou plutôt de la sanction, car au niveau pénal, il s'agit bien d'une sanction décidée par la justice dans le cadre d'une infraction. Le travail fourni est gratuit et fixé sur une durée que décide aussi le juge. Rien que l'aspect travail gratuit fait repenser l'impossibilité d'une telle mesure dans les établissements, d'autant que ça doit être effectué dans un organisme public ou privé en charge d'une mission de service public, ou d'une collectivité ou association habilitée, soit pas vraiment le cadre scolaire. Est-ce que l'élève apprendrait de ses erreurs? Pas sûr. Pas si la punition ou sanction dans ce cas-ci se passe en dehors des murs de l'établissement. En fait, ça dépend de quel type de TIG on se parle. Il y a bien une possibilité de faire travailler l'élève perturbateur dans le collège ou le lycée, soit auprès des agents de service, soit au secrétariat, soit même en vie scolaire. Mais les conditions doivent être très claires, et ne pas mettre à mal la confidentialité ou la discrétion ascendue de chaque service, parce qu'on touche quand même à des éléments sensibles. Jardinage alors, aide au CDI, aide aux techniciens. C'est vague, c'est un travail gratuit et le dit travail doit être réalisable par l'élève. Et les parents doivent aussi donner leur accord explicite. En fin de compte, les TIG ne sont pas si simples que ça à mettre en place, en plus de questionner le caractère plaisant ou non de la mesure. Peut-être y a-t-il quelque chose de plus abordable que ces travaux-ci. D'autant que c'est assez similaire avec les mesures de responsabilisation qui entrent aussi dans le cadre des sanctions disciplinaires. Cette mesure prévoit que l'élève participe à des activités de solidarité, culturelle, une formation ou des tâches à des fins éducatives, sur une durée qui ne va pas au-delà de 20 heures. Comme c'est une sanction, elle ne peut pas être appliquée sur le moment, n'empêchera pas l'élève perturbateur de faire exclure de cours. Mais elle existe, et elle s'apparente bien à un TIG. Seulement, elle aussi ne se passe pas dans l'établissement même. D'où une interrogation. Responsabilise-t-elle vraiment l'élève ou l'éloigne-t-elle simplement du cadre scolaire le temps qu'il se calme? Et les parents doivent toujours accepter la mesure et la signer, élément qui a son importance suivant le profil des responsables légaux et leur perspective face aux décisions de l'établissement.
Et si on planchait sur le travail de réflexion? Retour sur l'exemple de l'élève qui est en retenue et qui doit recopier le règlement intérieur. Ne faire que recopier n'aura pas de conséquences sur l'élève, si ce n'est le mettre dans de mauvaises dispositions s'il est récidiviste, et lui faire comprendre son erreur s'il n'est pas habitué des faits. Ça au moins se mérite, au moins ça. Pourquoi pas partager sa punition en 2 tâches distinctes? Recopier une partie du règlement en rapport avec le motif de sa retenue, puis composer une réflexion à partir de questions rédigées par l'enseignant ou par la vie scolaire. Mêler à la fois le contraignant d'un recopiage inutile et le rendre pédagogique en mobilisant l'attention de l'élève pour qu'il s'intéresse au texte et le réutilise dans une dissertation ou un sujet de réflexion. Là encore, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, et le prétexte des consignes pas comprises ou d'un exercice trop dur est aussi un risque. Mais déjà, ce n'est plus un travail purement punitif. On ne se parle pas forcément d'une méthode de médiation écrite, quoique ça y ressemble un peu au final. Le souci étant d'avoir suffisamment de sujets pour couvrir tous les motifs de retenue ou d'exclusion. Évidemment, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Dans ce cas, pourquoi pas garder le travail de réflexion, mais pour un format oral et non noté. Faire travailler les capacités orales de l'élève, avec le même problème de trouver du temps, de trouver un sujet adéquat et de fixer des objectifs raisonnables avec l'élève. Ça le fait suer, ça le fait essayer, ça le fait réfléchir. Pas une garantie de fonctionner sur tous, surtout s'il y a de la mauvaise foi qui se rajoute, ou une incompréhension sur le pourquoi de comment de la punition. D'où la nécessité toujours de reprendre le motif à l'oral, peu importe qui pose la punition. Ça permet de s'assurer que tout est bien compris et qu'on peut repartir sur de bonnes bases, tout en signifiant qu'une nouvelle incartade entraînera une nouvelle conséquence éducative. L'hôtesse en parle encore et encore, de la difficulté à trouver la réponse adéquate. Étant assistante d'éducation, des exclus et des collés, j'en vois régulièrement. Je ne parlerai pas de ce que je vis au quotidien sur cette année, question de discrétion et de confidentialité oblige, mais je peux te brancher un peu sur les expériences passées. Une chose qui m'a particulièrement étonnée quand j'étais volontaire en service civique en lycée pro, c'était le nombre d'exclus qui pouvaient nous arriver sur une même heure, dans une seule classe. Soit pour défaut de matériel ou insolence, soit parce qu'ils devaient rattraper un devoir non fait. Hop, à la vie scolaire, accompagné ou non d'un autre élève, ou même de l'enseignant, alors que la salle accueillait déjà d'autres exclus. D'abord, ça m'a questionné, et ensuite la réaction de mes collègues AED. Leur grogne assez légitime quand ils ont déjà du mal à traiter les autres missions, à garder les perturbateurs déjà là, et quand en plus ils doivent gérer les nouveaux arrivés, sans travail donné, en plus. Et de l'autre côté, l'enseignant qui n'a pas à se farcir un élève qui l'empêche de faire cours, la classe qui n'a pas à subir celui qui déconcentre tout le monde. C'est une expérience comme une autre, tous les établissements ne fonctionnent pas ainsi. Mais là, le manque de concertation et de politique claire était visible. Les mêmes visages qu'on retrouvait souvent en même heure, exclus par les mêmes enseignants. Et malgré le dialogue et la gradation des punitions, rares étaient les élèves qui se reprenaient à temps. La faute n'est évidemment pas à rejeter plus aux uns qu'aux autres, mais quand on en arrive à ne voir aucun changement chez un élève alors que toutes les gammes de punitions envisageables ont été posées depuis le début d'année, c'est la direction qu'on attend, plus seulement l'enseignant ou plus seulement le CPE. Et les rapports d'incidents ne peuvent pas continuer à s'accumuler sans que rien d'autre ne soit mis en œuvre. D'accord, toujours plus facile à dire qu'à faire, surtout quand j'avais le regard d'une volontaire et pas celui d'une personne en responsabilité. Qu'aurais-je fait, moi? Aurais-je pu garder ces élèves dans mon cours? Aurais-je pu leur donner un travail éducatif tout en gérant le reste de ma classe? Aurais-je pu ouvrir le dialogue avec eux comme AED, leur demander de réfléchir à leur présence en vie scolaire? Vraiment, ça ne dépend pas que d'une seule personne, ça ne dépend pas que d'une seule situation. Le problème qui reste bel et bien présent, c'est celui de la réponse adaptée qui doit à la fois satisfaire tout le monde et bloquer toute récidive. Ça implique un suivi avec l'élève, un travail de sa part, une responsabilisation progressive et du soutien entre collègues, entre hiérarchie et collègues, et la présence des parents toujours. Coéducation, ce n'est vraiment pas un mythe, et c'est un élément indispensable. Chacun a ses responsabilités, mais on a aussi tous une responsabilité collective. Au final, existe-t-il vraiment des actions éducatives qui conviennent à tout le monde et qui responsabilisent durablement l'élève? Interroger et comprendre l'éducation nationale, que ce n'est pas simple. Vendredi prochain, même horaire et même endroit.
On connaît le professeur des écoles et l'enseignant du secondaire, on a croisé l'agrégé et on commence à connaître le professeur de lycée professionnel et les professeurs de l'enseignement supérieur. Il est temps d'apprendre à mieux les connaître, parce qu'ils existent aussi. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.